Donc on vient de voir deux bandes-annonces où tu étais scénariste et une bande-annonce où tu étais scénariste et réalisateur. Et acteur. Et acteur en plus. Mais justement, dans ton itinéraire, avant d'être scénariste, c'est d'abord vers le métier d'acteur que tu t'es tourné. Et bien sûr, ça fait écho au film qu'on vient de découvrir. C'est-à-dire que c'est un film consacré au jeu, à l'amour du jeu, à l'amour du théâtre. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Comment tu es venu au théâtre et au métier d'acteur? Moi, je suis venu au théâtre parce que j'ai senti que le droit, c'était pas fait pour moi, en fait. J'étais en fac de droit et je m'emmerdais ferme. J'avais toujours rêvé de faire du théâtre, d'être un acteur, en fait. Et comme j'étais pas dans un milieu qui portait spécialement à aller faire du théâtre, bah, ça a pris du temps, en fait. Et voilà, je me suis mis au théâtre, donc en venant de mon service militaire. Et donc assez jeune quand même. Oui. Puis je suis allé au conservatoire d'Angers, parce que je suis angevin. Et puis après, bah, j'ai été reçu à un concours d'une école nationale, l'école l'ENSAT, l'école de la rue Blanche. Et puis après, ça, voilà, ça. Et comme dit Étienne dans le film, moi je voulais être juste un acteur, en fait. Pas par hasard qu'il dit ça. Donc c'est après que je suis passé au scénario, puis après à la réalisation, en fait. Pour quelles raisons il y a ce basculement du jeu à l'écriture? Bon, parce que l'écriture, c'est quelque chose qui m'intéressait toujours, de toute façon. Et puis après, c'est des histoires d'opportunités, en fait, des rencontres. Je crois parce que j'ai rencontré Philippe Liorret dans un casting de pub, en fait. C'était très prosaïque, en fait. J'ai rencontré, on s'est mis à parler. Il m'a demandé si... en fait, on a découvert qu'on avait nos filles dans la même école. Donc ça a rapproché un peu. Après, il m'a dit, viens prendre un verre chez moi, ce que j'ai fait. Et puis il m'a dit, t'écris pas. J'avais écrit une pièce, donc j'ai filé. Il m'a dit, ça me plaît beaucoup. Je suis en train d'écrire un scénario, donc voilà, je te file. Voilà où j'en suis. Et continue, écris quelques séquences. Comme ça, Oui, directement. c'était comme ça. Oui, il m'a dit, vas-y. Donc j'ai écrit quelques séquences et il m'a rappelé après en me disant, c'est formidable, je te fais un contrat d'auteur. C'est un truc improbable. C'est un peu le rêve. Mais donc le travail, je veux dire comme ça, il y a quand même un travail qui s'est fait d'écriture, d'imagination sur les personnages, sur les situations. Oui, c'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est que le travail d'acteur prépare à ça quand même. C'est surtout au théâtre. On a le temps d'explorer une pièce, une dramaturgie, des personnages avec toute leur complexité. On essaye de les nourrir, de comprendre comment ça marche. Et toute cette gymnastique, tous ces exercices, en fait, préparent un jour à se mettre un petit peu de l'autre côté du manche pour soit raconter des histoires à l'écriture ou les filmer, et puis mettre en scène, tout simplement. Et c'est une bonne école pour ça. Alors, avec Philippe Liorret, on vient de voir la bande-annonce de Welcome, hein, vous en souvenez certainement, qui a été un gros succès, mais aussi un film qui a eu un certain impact politique, un certain sociétal, écho. Donc, 4 films avec Philippe Liorret, c'est une vraie équipe, un vrai duo. Une vraie collaboration, oui. Comment ça se passe? Parce que j'imagine que voilà, il faut qu'il y ait une certaine complicité, une certaine entente sur une durée qui est assez longue quand même. Oui, c'est une pratique commune qui s'installe comme ça. Je dirais qu'à chaque tandem d'écriture, c'est souvent à deux, c'est rarement à trois, hein, l'écriture. Quand on voit un troisième nom, c'est qu'en général, la personne est intervenue après, ou un quatrième ou un cinquième nom. Ça arrive, des fois ça rallonge parce qu'il y a eu beaucoup d'intervenants. Mais quand on écrit vraiment à deux, après, à chaque fois, il y a je dirais des façons de travailler différentes. Voilà, nous, on avait adopté une forme de travail avec Philippe. Je travaillais avec d'autres gens, après, ça a été différent. Et puis, sur le film, voilà, sur Un Triomphe, ça a été encore autre chose. À chaque fois, on s'accommode
du caractère et puis des compétences de l'autre. Donc voilà, avec Philippe, en fait, on passait beaucoup de temps à bâtir l'histoire en parlant, sur l'étape qu'on appelle une étape de traitement, c'est-à-dire que c'est un truc immontrable et illisible. En fait, c'est quelque chose vraiment pour les deux scénaristes. On raconte l'histoire, en fait, de façon, voilà, ça fait 30 ou 50 pages suivant les besoins. Et puis après, on se met à l'écriture de la continuité dialoguée. Donc on commence là à écrire. Alors moi, avec Philippe, c'est moi qui prenais en charge l'écriture. Je commençais à écrire. Et puis lui, il passait derrière pour voir si c'était bien. Et pour me refaire faire les choses. Et lui reprenait les choses à son compte, etc. On fonctionnait comme ça. Alors tout à l'heure, en présentant un triomphe, donc je parlais d'humanisme, il y a quand même, en filigrane des bandes annonces qu'on a vues, ces thèmes et ces valeurs. J'imagine que c'est quelque chose qui vous rassemblait avec Philippe Liorey. Oui, on avait communauté forcément d'idées. On avait des affinités déjà sur les thèmes abordés, et puis aussi sur un certain cinéma, sur un amour des histoires aussi. Voilà, c'est ça qui nous a réunis. Et puis après, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est bien ce qu'il fait, mais j'ai envie de le faire moi. Il y a un déclic. Donc, oui, un déclic, c'est que l'appétit vient en mangeant. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne le ferais pas moi? Parce qu'il y a quelque chose, quand on est collaborateur, quand on est co-scénariste, alors il y a des gens qui sont des scénaristes qui s'en contentent tout à fait, mais à un moment donné, faut lâcher le truc, faut lâcher le scénario, et puis c'est à l'autre de faire, c'est au réalisateur qui prend en charge vraiment le film. Et ça, le scénario échappe totalement à son auteur. Et moi, après, quand je voyais le film, je voyais des bons films, heureusement, mais je me disais, tiens, j'aurais pas fait ça comme ça. Voilà. Et donc, il y a des séquences, par exemple Oui, des séquences voilà, où j'aurais peut-être pas choisi tel acteur ou telle actrice. Voilà, et après, on se dit, voilà, moi, me concernant, il me fallait du temps pour que je me sente un peu légitime à me mettre derrière la caméra. Mais ça a pris du temps, mais j'y suis arrivé. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et alors, justement, pour un premier film, on le voit bien dans la bande-annonce, c'est un film d'époque. Oui. Donc avec un certain budget, des costumes en constitution, etc., avec un joli casting aussi. Donc vous n'avez pas forcément choisi la facilité en termes de production, en fait, je parle. Hein. Non, en termes de production, mais en fait, je suis tombé sur un producteur qui était très motivé sur ce projet. Moi, je lui ai dit, en fait, c'était, je suis parti d'une pièce que j'avais écrite, qui n'a jamais été mise en scène, et qui était d'ailleurs la pièce que j'avais fait lire à Philippe Liorey quand je l'avais, voilà, et qui lui avait plu. Donc il y a un vrai temps entre. Oui, c'est une pièce que j'ai écrite vraiment il y a longtemps avant, et je l'avais proposé à mon producteur. Bon, mais là, c'était du théâtre, et après, c'était, voilà, il fallait partir en Afrique et tout ça, c'était un gros budget. Et en fait, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, voilà, qui faisait référence à mon histoire familiale et tout ça. Et finalement, je me disais, mais j'ai attendu tellement longtemps pour faire un film, je m'y mets tellement tard que si je dois faire un film, c'est celui-là. Donc c'est un peu, au lieu de faire mon premier film, en fait, je m'étais dit, tiens, faisons mon dernier film, en fait. Voilà, s'il y en a un que je veux avoir fait, c'est celui-là. Donc après, on verra. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et effectivement, c'était assez ambitieux en termes de production. C'était costaud. Voilà, j'étais un peu inconscient. C'était un peu l'inconscience de la jeunesse, en fait. Alors, de ma jeunesse de réalisateur. Alors quand même, dans les extraits, enfin dans les bandes annonces qu'on a vues, il y a Welcome et puis il y a Au nom de la terre qui est sorti l'année dernière. Et il y a un point commun quand même entre les deux films, c'est la résonance sociale, sociétale qu'ils ont eu tous les deux, avec des gros succès publics, mais aussi des échos politiques. Il y a un travail spécifique là sur un univers qui est peut-être différent, un nouveau réalisateur, une histoire vraie.
Une histoire Ouais. autobiographique. Comment on travaille avec un réalisateur qui raconte l'histoire de son père? Ben là, disons, le cas de figure était différent parce que sur Au nom de la Terre, moi j'étais appelé par le producteur Christophe Rossignon, donc parce que il avait un scénario qui était écrit, mais voilà, qui n'était pas abouti. Du coup, Guillaume Canet s'engageait pas vraiment sur le film, et il y avait voilà, c'est un film qui n'arrivait pas à se financer. Et donc, j'ai rencontré Édouard Bergeon, le réalisateur. On s'est bien entendu tout de suite. Et moi, mon rôle, ça a été un travail de réécriture du scénario. Donc j'avais déjà la distance par rapport à son histoire. Il y avait un truc qui était écrit, qui avait des qualités, mais c'est vrai que c'était pas terrible non plus. Mais il y avait de quoi faire vraiment un beau film. Après, c'était un travail de réécriture. Donc moi, je me suis emparé de ça. Et puis, avec Édouard, donc un travail de réécriture, c'est différent parce qu'on est engagé. Voilà, j'ai dû travailler 2 mois avec lui, quoi. Mais avec quand même, à certains moments, j'imagine, vous touchez à son histoire familiale, et c'est sans doute plus sensible, plus compliqué. Oui, c'est sensible, mais en même temps, il faut savoir un peu prendre de la distance par rapport à ça, et je crois que c'était bien pour lui justement de faire appel à quelqu'un d'autre, d'extérieur, pour prendre des libertés. Lui, il n'était pas contre, alors même si le fond de l'histoire est vraiment véridique, hein. Mais voilà, quand on écrit une séquence, c'est pas exactement ce qui s'est passé ce jour-là, ou peut-être que c'est pas... voilà, c'est une autre histoire aussi, mais on essaye de trouver quand même la vérité de la vraie histoire à travers une fiction, en fait. C'est un peu ça qu'on essaye de faire. Et voilà, c'était ça mon travail avec lui. Et alors? Et là, je suis en train de travailler avec lui sur son 2e long métrage. Donc ça a été une collaboration tout à fait positive. Avec le recul, donc on a vu les extraits, donc on parlait des 2 films qui ont eu un impact important, qui reste dans la mémoire des gens. Est-ce que c'est quelque chose, quand vous écrivez, que vous sentez que le film peut avoir ce toucher comme ça, et est-ce que vous l'expliquez tout au moins en partie? Est-ce que c'est le fait que Welcome et Au nom de la Terre ont vraiment touché le public? C'est-à-dire qu'on sait quand même, quand on écrit un scénario, là on savait qu'on était sur des sujets brûlants de toute façon. Quand j'ai commencé à travailler avec Philippe sur Welcome, on est allé directement à Calais pour prendre le pouls un peu et découvrir la réalité de ce qui se passait là-bas. Et pour nous deux, ça a été un choc parce que c'était un voyage incroyable. On est resté 3 jours là-bas, mais on a découvert une réalité qui n'était pas tout à fait celle qu'on voyait à la télé, et par vraiment l'intérieur, avec les associations humanitaires qui travaillaient sur place. Donc on sait qu'on s'attaque à un sujet très brûlant, et on sait qu'il y a une polémique possible, et que surtout sur Welcome, ça concernait un vrai point de droit et qu'il fallait absolument modifier, quoi. C'était il y avait une loi, il y avait un amendement à faire, c'était vraiment très très concret, en fait, hein, alors ça, on le savait. Alors après, effectivement, il faut que le film soit réussi, qu'il ait une audience qui fasse qu'il devienne un petit peu gênant pour le politique. Mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et c'est vrai que le jour où, avec Philippe, on s'est retrouvé à l'Assemblée nationale pour le débat sur un amendement qui était présenté par un député socialiste et qui s'appelait l'amendement Welcome, c'est vrai que ça faisait un drôle d'effet quand même. On se dit, tiens... ça n'arrive pas si souvent que ça dans l'histoire du cinéma. Et Philippe me disait, rappelle-toi bien de ça parce que tu n'es pas prêt de revivre ça. Mais j'ai pas revécu ça, et lui non plus d'ailleurs. Mais c'est vrai que tout d'un coup, là, c'est quand même très rare au cinéma. On se dit, tiens, on agit directement quand même sur la société, quoi, sur la vie des gens. Donc voilà, et sur Au nom de la Terre,
là aussi, c'est le sujet du mal-être paysan, pour faire vite. C'est quelque chose, un vrai problème de société qui parle d'un tas de problèmes, en fait, de savoir comment on produit, qu'est-ce qu'on peut demander à nos paysans. Ça remet en cause tout un système de productiviste, etc. Donc ça aborde plein de problèmes, mais de façon très concrète, qui est, voilà, il y a je ne sais plus combien de suicides de paysans, de fermiers par an. C'est complètement effarant. J'ai plus le chiffre en tête, mais voilà, il y a une vraie urgence, urgence sociétale. Alors là aussi, il s'attaque à quelque chose, et puis après, le film a été très reçu, très bien reçu, et je dirais de façon, et principalement d'ailleurs dans les territoires, comme on dit, en monde rural et dans les petites villes, en fait. Et parce que le film était réussi, puisque les gens se sont complètement retrouvés dans cette histoire-là et dans ces personnages-là. Oui, c'est un des films qui a eu le rapport entre les chiffres parisiens et les chiffres province le plus incroyable. Oui. Alors, l'autre point commun entre ces deux films, et ça va nous permettre d'enchaîner avec un triomphe, c'est le fait d'avoir un casting qui est porté par un acteur qui a une grande notoriété, une carrière. Donc Vincent Lindon pour Welcome, Guillaume Canet pour Au nom de la terre, et puis un triomphe, vous en parliez à l'instant en ouverture de la soirée, c'est Cadmerade. Donc il y a quand même l'idée à un moment donné qu'il y a un acteur connu, talentueux, qui porte le film. Comment ça s'est décidé avec Cadmerade, qui est plutôt habitué à des comédies? Oui, alors Cad, c'est vrai que quand j'ai écrit ce scénario, enfin j'ai jamais pensé à Cad en fait. J'aime bien Cad. En plus j'avais tourné un petit peu avec lui dans Je vais bien, ne t'en fais pas, un film de Philippe que pour le coup je n'avais pas coécrit. Mais je savais que c'était un bon acteur. Il avait même eu un César du meilleur second rôle à l'occasion. Mais voilà, j'imaginais pas là-dedans. Et puis là, c'est vraiment mon producteur qui m'a dit un jour, en passant en revue comme ça, je dirais les 10 noms d'acteurs susceptibles de porter le film sur un plan, disons, bankable. Il m'a dit, tu devrais voir Cad quand même. J'ai dit, oui, mais Cad, son image, etc. Enfin voilà, j'étais à moitié chaud, et il m'a dit, il faudrait que tu regardes. Est-ce que tu as vu Baron Noir? J'avais pas vu, j'avais pas Canal, donc il m'a filé le truc, et j'ai regardé effectivement la première saison de Baron Noir, et c'est vrai qu'il m'a épaté dedans, et là-dedans j'ai vu quelque chose qui pouvait être intéressant pour le personnage, cette espèce de force, de type cet entêtement, aller de l'avant, parfois un peu brutal, un peu comme ça, obsessionnel. Je me suis dit, oui, ça peut tout à fait servir le rôle. Voilà, c'est comme ça. Et puis effectivement, moi je lui ai fait lire le scénario, et puis il a adoré. Il voulait absolument le faire, vraiment. Et la motivation aussi d'un acteur, c'est quelque chose qui compte dans le choix. Et du coup, j'ai attendu 1 an quand même, parce qu'il avait beaucoup de choses à faire. Il avait encore une saison de Baron Noir à tourner, 1 ou 2 films. Donc j'ai attendu plus d'1 an. Pour que ce soit lui. Pour que ce soit lui, pour pouvoir commencer avec lui. Et c'est vrai que, d'une certaine façon, ça a été profitable au scénario, parce que pendant ce temps-là, j'ai travaillé avec notamment j'ai travaillé sur Au nom de la terre. Et puis j'ai aussi revisité le scénario. J'ai eu des expériences en milieu carcéral, en tant que visiteur, bien sûr. Et tout ça m'a permis d'améliorer, de peaufiner le scénario, d'y donner une vérité que peut-être il n'y avait pas à ce moment-là. Et donc voilà, quand il a été prêt, le scénario était prêt aussi, finalement. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, puisqu'on en est aux acteurs, peut-être il y a aussi des personnages qui jouent les prisonniers. Comment on les choisit pour qu'ils soient à la fois des bons acteurs, mais qu'ils aient l'air d'acteurs débutants? C'est quelque chose d'un peu paradoxal. Oui, pour ça, il faut des très très bons acteurs. Enfin, pour prendre un acteur qui joue mal, alors là, il faut vraiment faut être très 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 bon là.
Et ben c'est comme ça, ben on les rencontre, on les choisit, on fait des bouts d'essai, et puis après il y a une rencontre avec le rôle, avec le texte, avec le réalisateur. C'est comme ça que ça se passe. Moi je voulais au départ, pour tous les détenus, je voulais des acteurs pas connus ou très peu connus, pas identifiables par le grand public. Qui est un espèce de fossé entre Cadmerade et... Oui, parce que je voulais quand même, une de mes préoccupations, c'était de donner un grand réalisme à tout ça, de coller au plus près de la réalité. Et j'avais pas envie de m'encombrer avec des acteurs voilà, qui étaient identifiés avec... il y avait déjà CAD, ça me suffisait, j'avais pas envie de... Et puis je craignais dans ce type de distribution d'avoir une collection d'acteurs voilà, qui se tirent un petit peu la bourre pour savoir à qui ferait son numéro. Voilà, c'était pas l'esprit du film. Donc je voulais vraiment des acteurs auxquels on puisse s'identifier, quoi, qu'on puisse croire complètement que c'était des détenus. Et donc voilà, j'ai rencontré des acteurs. Certains étaient évidents en arrivant. Par exemple, l'acteur Lamine Sissoko qui fait Alex, là, le grand noir. Et quand je l'ai vu et il est rentré dans la pièce, je me suis dit c'est pas possible. J'ai l'impression que j'ai écrit pour lui, quoi. Il était tellement... Parce que de façon arbitraire, quand on écrit, j'ai écrit avec Thierry de Carbonnière, avec qui j'ai travaillé l'écriture. Voilà, il faut imaginer des personnages. On est parti d'une histoire vraie, mais mais les personnages ont été complètement recréés. Je ne me suis pas inspiré des vrais détenus suédois qu'on voit en photo à la fin. D'ailleurs, vous pouvez voir, il y a une petite différence quand même. Et donc, déjà, sociologiquement, tout ça, c'est la Suède des années 80, c'est pas tout à fait la France des années 2020. Et donc voilà, donc il fallait composer comme ça une espèce de paysage d'acteurs, de détenus. Et voilà, en fait, il n'y a qu'un rôle que j'avais prévu, que j'ai écrit pour un acteur, c'est le rôle que j'ai donné à Webb Inley, donc qui est le rôle de Moussa, qui avait travaillé avec moi sur Cessez-le-feu. Les autres, voilà, ils sont arrivés, mais par exemple un personnage comme le personnage de Kamel, qui est un personnage de caïd, moi j'avais une représentation du personnage qui n'était pas tout à fait celle qui s'est retrouvée à la fin, sur l'écran. Hein, mais simplement j'ai rencontré cet acteur, Sofiane Kames, qui est un acteur vraiment assez exceptionnel, et je dirais que tout d'un coup je me suis dit mais en fait je me suis trompé, c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà, donc lui il a incarné le personnage d'une façon plus évidente que je ne m'imaginais en fait. Voilà, mais je peux passer en revue tous les oui. Mais voilà, c'est des rencontres. On parlait de Cadmerade, mais en plus, disons, l'intérêt d'avoir Cad, c'est au-delà de ses qualités de comédien. C'est quelqu'un, je trouve que c'est un acteur très subtil, très fin, qui a un naturel incroyable, et ce qui est surtout dans le travail est formidable avec les autres. C'est quelqu'un qui est généreux, et ça on le sent complètement dans le film, c'est-à-dire qu'il est fédérateur, et avec cette bande avec laquelle il devait travailler, là il n'a jamais cherché à tirer la couverture, à se valoriser par rapport à eux. Il n'y a jamais eu de... Voilà, c'est un travail très, très, très collectif. Et du coup, les autres sont meilleurs en face de lui, quoi. Enfin, pas meilleurs que lui, mais meilleurs que ce qu'ils auraient pu être face à un acteur peut-être qui aurait eu un ego un petit peu comme ça, débordant. Alors, donc vous avez tourné en prison sur des acteurs qui font des ateliers de théâtre. Alors je vais demander à Irène Muscari de venir nous rejoindre, qui est coordinatrice des activités culturelles de la prison de Meaux et qui a travaillé justement avec vous pour ce film. Bienvenue, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, tout à l'heure, on échangeait librement à propos du film, et vous nous expliquez évidemment que tourner dans une prison, c'était impossible en fait, mais vous l'avez fait.
C'est pas impossible, oui. C'est pas impossible, mais très difficile. C'est un peu mon quotidien de faire des choses impossibles en prison. Donc, oui, c'est complexe, c'est difficile, mais c'est pas impossible puisqu'on l'a fait. La preuve. 8 jours de tournage avec une équipe de cinéma complète, au complet, avec tout le matériel, avec des grands camions, avec du matériel, avec 74 personnes qui rentrent dans la prison. Qui rentrent dans la prison à 6 h du matin, donc avec tous les contrôles nécessaires, voilà. Assurer la sécurité, en même temps assurer le bon déroulement de l'établissement, parce que il faut quand même, et c'est un établissement en fonction, donc il y a des détenus, et c'est un grand établissement, 950 places, donc voilà quoi, il faut organiser tout ça. Donc on a mis quelques semaines, voire quelques mois pour organiser tout ça en amont, avec l'ensemble des services du centre pénitentiaire. Ça s'est fait parce qu'il y a eu vraiment une implication extraordinaire de la direction d'établissement, de la direction du pénitentiaire et tout ça, donc, et de l'ensemble du personnel qui a été impliqué depuis le début dans ce projet. Emmanuel a accepté, par exemple, de donner le script du film, a fait circuler le script du film auprès du personnel de surveillance qui avait envie de lire pour savoir ce qui allait se passer. On peut le comprendre. Voilà, pour comprendre. Donc, disons que il n'y a pas de secret quand les gens sont impliqués depuis le début dans un projet. En général, ça marche mieux. Et alors, pardon, mais vous n'avez pas envisagé de le tourner en studio, tout ça? C'est quelque chose qui peut paraître assez simple a priori. Plus simple, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a... Alors, il y a une partie qui a été tournée en studio. Oui. Parce qu'on n'a pas tourné en 8 jours le film. Hein. Oui. Mais tout en studio, je veux dire. Non. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu, ou alors il aurait fallu reconstruire une prison. Hein. Ouais. Donc, on a tourné en studio tout ce qui était, je dirais, un peu confiné, puisque c'est un mot à la mode. Donc, par exemple, la pièce dans laquelle ont lieu les répétitions, voilà, c'est du décor, c'est en studio. Il y a certains morceaux comme ça, le bureau de la directrice, par exemple, c'est en studio. Mais principalement pour les répétitions, parce que ça a été long, ça a été beaucoup de travail. Moi, j'avais prévu très large pour pouvoir avoir beaucoup de matériaux au montage. Donc, on a tourné beaucoup de répétitions. Et donc, il fallait avoir du temps, il fallait avoir nos aises, il fallait pouvoir s'étaler. Et voilà, ça ne pouvait pas prendre place dans une prison en activité. Donc, ça, on l'a tout. Mais par contre, pour le reste, il y a tout un tas de choses. Et c'est vrai que, des tournages en prison, Irène le sait, il y en a régulièrement. Mais ce qui est rare, là, c'est de pouvoir aller tourner à peu près où on a voulu dans cet établissement, dans des endroits où, en général, il n'y a jamais de tournage. Par exemple, les greffes, c'est-à-dire l'endroit où les détenus, par où les détenus sortent ou rentrent de la prison, c'est-à-dire l'endroit où il y a la fouille, on a tourné réellement dans cet endroit. Avec des détenus qui rentraient, qui sortaient, oui, qui entraient. On a été obligé d'interrompre parfois le tournage parce qu'il y avait un écrou, comme on dit, voilà. Et donc, et notamment, par exemple, les ateliers, par exemple, la cour de promenade, tous ces lieux-là, reconstituer tout ça en prison, là, en studio, ça aurait été énorme. Mais il y a plein d'endroits, les coursives, tous ces endroits-là ont été. On a tourné sur place. Donc là, c'était un grand privilège, je dirais, de pouvoir tourner en décor naturel, finalement. Et c'est ça qui donne justement cette impression de grande vérité, parce que la prison est là, pleinement, je dirais. Hein ? Alors, est-ce que votre rôle se rapproche de celui de votre fonction au sein de la prison, de celui de Marina Hans? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, mais je ne suis pas directrice. Voilà. Voilà. Elle est directrice. On commence par ça, je ne suis pas directrice. Mais après, le fait de faire le lien entre des... Totalement, oui. Ma fonction est celle d'élaborer et mettre en place des activités culturelles pour les personnes détenues.
C'est peu dire parce que, enfin voilà, c'est assez résumé, c'est quand même un travail assez complexe, parce qu'il s'agit déjà de concevoir une programmation culturelle adaptée à ce type de public, qui répond aussi aux exigences de réinsertion et de prévention de la récidive. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours un double regard entre une pratique artistique, mais une pratique artistique qui a aussi une autre finalité, qui n'est pas juste la finalité du loisir, de l'éducation, etc. Mais il y a aussi une autre finalité, d'autres finalités, qui est celle de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire la prévention de la récidive et la réinsertion sociale. Donc tout ça, c'est toujours il faut toujours penser à ça. L'idée, c'est de concevoir donc une programmation culturelle qui est adaptée à ce type de public et à ce type d'exigence. Et après, de trouver les intervenants, ce qu'on appelle nous les intervenants, c'est-à-dire les artistes qui veulent bien intervenir en prison et qui s'adaptent aussi aux contraintes qui ne sont pas des moindres en prison. Concevoir avec eux des projets qui tiennent la route et qui impliquent surtout la participation active des personnes détenues. Dans la plupart des cas, les projets que je mets en place, ce sont des projets qui impliquent une pratique artistique des personnes détenues, disons, concrète. Ouais. Donc, Emmanuel, par exemple, il parlait d'une expérience qu'il a faite en tant que visiteur. On a créé un spectacle de hip-hop sur musique classique. Donc, dans hip-hop sur musique classique, c'est un travail qu'on a mené avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Et c'est un spectacle qu'on a construit en un an, à peu près, 8 mois, 9 mois, écrit par les personnes détenues, avec d'autres intervenants, avec d'autres artistes aussi, et qu'on a amené à la Maison de la Culture de Bobigny, dans le 93, devant un public de personnes payantes, etc. Avant ça, on avait mis en scène Iliade. C'est vraiment une situation qu'on retrouve dans le film. Nous, on a fait la tournée théâtrale, nous, on a connu ça, avec Iliade, avec la mise en scène d'Iliade, qui tourne encore aujourd'hui, après 3 ans, avec des personnes détenues. Alors, vous disiez tout à l'heure que le scénario a circulé au sein de la prison. Donc, est-ce que vous avez pu le lire assez tôt et faire peut-être des suggestions, des remarques par rapport à votre connaissance du fonctionnement de la prison, de ce type d'activité? Quelques-unes, c'est-à-dire que Emmanuel avait déjà les idées assez claires, mais effectivement, l'expérience de SCORD, donc le projet dont je parlais, a nourri beaucoup l'écriture aussi d'Emmanuel, parce qu'il a pu... Oui, c'est-à-dire que moi, c'est un projet donc, que j'ai suivi pendant à peu près 6 mois, à raison d'une fois par semaine, pour en faire un documentaire. Donc j'ai filmé les répétitions, et puis jusqu'à la sortie, et puis la représentation, et le retour après. Alors ça avait un double intérêt pour moi. Déjà, en soi, c'est intéressant de faire un documentaire sur un sujet comme ça, mais en même temps, ça m'a permis effectivement de peaufiner tout à fait le scénario. Comme je disais tout à l'heure, lui donner cette vérité que peut-être j'aurais pas pu toucher aussi finement si je l'avais pas fait. Et ça, c'est vraiment grâce à Irène qui m'a ouvert la porte. Et puis en plus, je dirais, ça a un triple avantage, c'est aussi que du coup, pour venir tourner après à l'intérieur du centre pénitentiaire, bon, j'étais connu, je dirais, de la direction, j'étais identifié, et de l'administration, j'avais déjà eu les autorisations pour faire ça. Donc, du coup, il y avait quelque chose de rassurant aussi, puisque je connaissais l'établissement. Donc, voilà, ça a été, je pense, quelque chose de très très important pour moi, pour le bien du film. Enfin, à la fois écrire et ouvrir les portes. Alors, est-ce qu'il y a du côté du public des questions ou des réactions pour nos deux invités sur le film, sachant que je vais prendre des lingettes. Ah oui. Alors, oui, non? Ici, merci. Alors, peut-être
D'abord ici. Oui, est-ce que des détenus, des vrais détenus, vous ont dit, ben, nous on veut participer au film? Alors, ça a été un projet à un moment donné de pouvoir faire travailler les détenus de l'établissement comme figurants, notamment par exemple dans les séquences où il y a du monde dans les ateliers ou dans la cour de promenade. Bon, il se trouve que ça n'a pas été possible pour des raisons diverses. Il y a eu un niet de l'administration pénitentiaire. Et j'avais notamment pensé à un détenu en particulier que j'avais suivi de près pendant justement cette expérience de documentaire quand j'avais suivi ce projet 12 cordes d'opéra hip-hop avec un détenu qui est un petit peu atypique et assez exceptionnel, et où je voulais lui confier un rôle. Et bon, voilà, il a été très très déçu parce que j'en ai parlé pour savoir s'il était d'accord. Et lui non plus n'a pas eu l'autorisation. Bon, il était très déçu, mais il a compris que c'était indépendant de ma volonté. Donc moi, j'avais cette volonté un peu de les intégrer. D'ailleurs, au sein de l'établissement, d'ailleurs, ils étaient plutôt d'accord. Mais voilà, ça n'a pas été possible. Et bien sûr qu'ils auraient voulu tous participer. Tout le monde veut faire du cinéma en prison. Si je peux juste ajouter la parole de l'administration pénitentiaire, quand même, il y a une raison à cela. Derrière une personne détenue, il y a toujours une victime. Et il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, l'idée que des personnes détenues soient présentes dans un film grand public comme ça, etc., pouvait poser problème de ce côté-là. Donc c'était plutôt pour protéger les victimes que la décision a été prise. Voilà, et ça s'entend. Non, moi, c'est très anecdotique. Dans le scénario, il y a un petit passage qui m'a fait sourire parce que c'est le haka. Et comme Kadmerad, je sais que c'est un ancien joueur de rugby, alors je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si ça a été quelque chose qui est venu dans le tournage. La coïncidence, c'est qu'il ait fait du rugby. En fait, c'était écrit dans le scénario. Hein. En fait, là, c'est quelque chose qui est venu par mon co-scénariste, qui est comédien comme moi à l'origine, et qui a fait beaucoup de ce genre de boulot alimentaire. Et notamment ça, un jour, il m'a raconté que voilà, il avait été payé pour faire un haka dans une entreprise. On lui avait fourni une petite mallette avec tout le nécessaire, tout le kit parfait du All Black à l'intérieur. C'était un peu surréaliste. Et voilà, je me suis dit, mais ça, il faut absolument l'utiliser. Voilà, on va lui faire un haka à CAD. Et il l'a fait avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs. Je voulais juste savoir, dans les vrais détenus qui ont inspiré le film, que sont-ils devenus? Alors, ils ont tous eu des destins un peu différents. Ça s'est pas passé exactement comme ça pas tout à fait comme ça dans la réalité. En fait, il y en a un qui est resté, et les autres, voilà, il y en a un qui est malheureusement mort dans un accident un mois plus tard, dans une explosion d'immeuble.
Et il y en a un autre qui, au bout de 2 ans, a décidé de revenir pour purger la fin de sa peine et puis en finir avec ça, parce que la cavale, c'est long, c'est difficile. Et il y en a un autre qui est, en fait, alors lui, a refait complètement sa vie en Espagne, puis après à Cuba. Il n'a jamais été repris. Et a fini par obtenir une mesure de grâce, en fait. Parce qu'il était complètement réinséré, il avait refait sa vie, il avait ouvert un restaurant, il avait fait une famille et tout, ça n'avait plus aucun sens d'essayer d'aller remettre ce gars-là en prison. Mais par contre, ce qui est vrai, ce qui est important, c'est de savoir qu'aucun d'eux n'est retombé après dans la délinquance. Ils ont tous eu des parcours comme ça de réinsertion, en fait. Voilà. Alors ça, je le sais, moi, par le metteur en scène suédois, Jan Jönsson, qu'on peut voir en photo avec Beckett dans le générique. Et Yann, je l'ai rencontré plusieurs fois. Donc, dans le documentaire dont je vous parlais, qui a été un peu la base de ce film, enfin, c'est pas une adaptation du documentaire, c'est pas ça que je veux dire, mais qui relate cette histoire, Yann m'a fait des confidences, m'a raconté tout le détail des choses. Oui. Donc on peut espérer que nos personnages dans le film connaissent le même destin, à part l'explosion de l'immeuble. Alors une question justement à Irène, par rapport au travail que vous suivez habituellement, est-ce qu'en termes de réinsertion, tout ce travail d'atelier, d'action culturelle, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des résultats, qu'il y a des évolutions de détenus qui sont comme des récompenses en quelque sorte du travail qui est fait? La réponse est toujours un peu compliquée. Une personne, un être humain, c'est un être complexe, donc on ne peut pas agir sur une personne d'une seule manière. Et une seule chose ne peut pas produire un effet conséquent. Oui, ça arrive, mais enfin c'est rarissime. Ce que je peux moins mesurer depuis 11 ans que je fais ce travail, c'est qu'effectivement, ça laisse des traces. Ça, c'est sûr, une expérience, notamment l'expérience théâtrale, c'est une expérience qui laisse des traces. Comme je leur dis très souvent, vous êtes habitués à vous mettre en danger parce que ce sont des personnes qui, se mettant hors la loi, se mettent en danger. Maintenant, moi, je vous propose de vous mettre en danger autrement, mettre en danger face à un public, et un public qui est normalement bienveillant et qui est là pour que vous lui apportiez des choses plutôt bienveillantes. Ce que je sais, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'après Iliade, il y avait 6 personnes détenues qui étaient dans la troupe d'Iliade. De ces 6 personnes détenues, 2 aujourd'hui sont intermittents du spectacle. Voilà, ça c'est un fait concret. Voilà, c'est une information concrète que j'ai. Les autres, ça m'arrive de les rencontrer et qui me disent voilà, c'est la plus belle chose que j'ai pu vivre dans ces années en prison. D'autres retombent aussi en prison. C'est pas parce qu'ils ont fait du théâtre qu'ils sont complètement sauvés. Mais enfin, quand même, on laisse quelque chose, oui. Ça, oui. À aucun moment dans le film, il est dit le détail du pourquoi ils sont en prison. Je voulais savoir si ce parti pris-là, il était venu très tôt, très en amont dans le projet, ou si c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit dans la fabrication du scénario comme une évidence. En fait, comme parti pris d'écriture du scénario, moi je voulais qu'on soit dans le point de vue quasiment exclusif de l'intervenant extérieur, pour que le spectateur, je dirais, entre dans l'univers carcéral par identification à ce personnage. Donc le personnage d'Étienne, effectivement, c'est lui qui découvre cet univers. Il y a quelques petites échappées où il n'est pas là, où ils sont entre eux, mais c'est toujours dans le cadre de la relation au texte et au projet. Et Irène pourra confirmer, mais c'est vrai que quand un intervenant vient faire un atelier, il ne sait pas ce qu'ont fait
Et il n'a pas intérêt à le savoir, il n'a pas envie de le savoir, et les détenus n'ont pas envie de le dire. C'est comme ça que ça se passe. Ils ont été jugés, ils purgent une peine, et voilà, on n'a pas envie de les rejuger d'une façon ou d'une autre, même involontairement. Quand on apprend quelque chose, ça pollue forcément la relation. Or là, il s'agit de faire quelque chose de concret ensemble, faire du théâtre, en l'occurrence, et il faut être dégagé de ça pour pouvoir, bien travailler ensemble. Et puis, donc, c'est la règle générale. Ça, sur ce plan-là, hein, on est, je dirais, vraiment dans les clous. Alors après, je dirais qu'après, quand on est dans un travail comme ça à long terme, il y a des petites infos, il y a des trucs comme ça qui sortent un peu, on finit par identifier un peu, voilà, mais sans savoir exactement si c'est vrai ou pas, hein, d'ailleurs, hein, parce que l'administration pénitentiaire aussi n'informe absolument pas, on n'a pas un intervenant, n'a pas le dossier, n'a pas les jugements, surtout pas. Donc après, voilà, dans le film, on le voit, à certains moments, il y a des petits trucs comme ça, on sait que voilà, quand il dit c'est plus fort qu'un braco, voilà, bon, on sait de quoi il parle en gros, hein. Donc c'est tout à fait voulu et assumé, hein. Hein, Irène, je ne sais pas si tu veux. Oui, non, la question ne se pose même pas. Les intervenants extérieurs n'ont pas à savoir pourquoi ils sont là, parce que la relation serait fatalement biaisée. Donc, et puis, c'est pas le propos. Voilà. Parfois, Bonsoir. dans la plupart des cas, même moi, je ne le sais pas. J'ai pas envie de le savoir. C'est mieux. Bonsoir. Je suis ici. En fait, je voulais savoir, bon, tout d'abord, merci pour ce magnifique film. Je voulais savoir si l'idée de la pièce En attendant Godot vous est venue d'emblée, ou si vous avez hésité avec d'autres pièces de théâtre. Alors en fait, bon, dans l'histoire originelle, il est question de Godot, hein, c'est En attendant Godot, hein, dans la vraie histoire. Et d'ailleurs, le documentaire, le titre du documentaire, c'est Prisonnier de Beckett. Donc vous voyez. Mais effectivement, la question s'est posée, et moi je me la suis posée avec mon producteur, de savoir, est-ce qu'on garde cette œuvre? Est-ce qu'on n'essaye pas autre chose? Est-ce qu'on essaye autre chose que le théâtre? Voilà, quand on débute un projet, tout est ouvert, on peut se poser toutes les questions qu'on veut. Mais c'est qu'après, à la réflexion, on s'est dit, mais ouais, pourquoi je m'emmerderais à aller chercher pas une pièce de Molière ou je ne sais pas quoi, alors que cette pièce-là résonne tellement bien avec le vécu, la condition pénitentiaire. Et c'est pas pour rien que justement ça se passe comme ça. C'est parce que dans la vraie histoire, il y a eu une rencontre avec des personnages, avec un texte, avec une condition. Et c'est complètement universel, ça parle à tout le monde, et je dirais encore plus en particulier et personnellement à ces personnes détenues qui vivent cette espèce de vacuité, d'absurdité, d'oisiveté, d'incertitude, de désespoir, d'attente, tout simplement. Donc ça s'est imposé tout simplement comme une évidence, après. Bon, alors est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Voilà, je remonte. Oui, bonjour. Tout d'abord, une chose qui me tient à cœur, 25 ans d'enseignement à la prison de Gradignan ne peuvent me laisser indifférent à la justesse de votre film par rapport aux situations très délicates que vous avez filmées. Juste une petite question pour vous par rapport à la tirade finale de Cadmerade, quand il est seul. Car on voit à la conclusion du film que le metteur en scène, lorsqu'il s'est présenté seul sur la scène, a tenu 2 heures. Quelle est votre part dans l'écriture personnelle par rapport à ce qui a été dit, ou est-ce que vous avez retranscrit le plus fidèlement possible ce qui a été dit réellement? Alors en fait, c'est une création totalement originale, hein,
le monologue de Kahn à la fin. Moi, je ne sais pas du tout ce qu'il a dit. Il m'a simplement dit qu'il était allé sur scène et qu'il avait raconté ce qui s'était passé avec ses détenus, et il avait raconté cette aventure. Et lui, il m'a dit que ça avait duré 2 heures. Je ne sais pas exactement, hein. Mais Jan Jonsson, c'est quelqu'un qui est je veux dire, c'était, quand on parle avec lui, on voit que c'est quand même la grande histoire de sa vie, hein, cette aventure, hein. Et donc, il y a quelque chose qui est un petit peu mythifié dans tout ça, mais il en a fait un spectacle, vraiment, à la fin. On en voit des extraits, d'ailleurs, dans le documentaire. Non, pour le monologue, je me suis dit, voilà, moi, je suis acteur, je viens de mettre en scène Godot, et je viens de passer 20 minutes à chercher mes acteurs dehors, pendant que tout le monde attend dans la salle. J'arrive, qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais ? Je viens pour m'excuser, et puis voilà, un mot en entraînant un autre, à un moment donné, il se retrouve à raconter l'histoire. Et puis il se retrouve à être seul sur la scène de l'Odéon. C'est un rêve qu'il n'aurait jamais pu avoir avant. Donc c'est l'énorme cadeau, finalement, que lui ont fait ces acteurs. Mais sans aucun, justement... Moi, je ne voulais pas qu'il fasse un numéro d'acteur, justement. Il ne fait pas un numéro d'acteur. Il est lui-même. Et c'est ça qui touche le public, c'est qu'il y a une espèce de témoignage totalement sincère et vibrant, d'amour aussi du théâtre et de cette aventure, et aussi, il raconte aussi à quel point la rencontre avec ces gars-là l'a complètement bouleversé. C'est ça qui nous touche. Voilà, mais pour le reste, c'est vrai que j'ai complètement... c'est une pure création. Bien, mais je crois qu'on va pouvoir remercier nos 2 invités. Merci. Merci. Qui nous ont livré un beau cadeau, un énorme cadeau aussi. Merci beaucoup.